Alors, c'est une vidéo introductive à l'optique ondulatoire. Donc, on considère les dimensions de l'environnement dans lequel se propage la lumière sensiblement égales ou du même ordre de grandeur des dimensions de l'onde. Donc, quand on parle d'ordre de grandeur, ça peut être un facteur 1000. Par exemple, si on considère une dimension de l'ordre de 1 mm, pour des longueurs d'onde de l'ordre de 1 micromètre, on peut parler d'optique ondulatoire, l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Donc, dans ces conditions, l'hypothèse de propagation rectiligne en optique géométrique n'est plus valable. Donc, on va faire l'étude des milieux isotropes, donc des interférences lorsque deux ondes lumineuses se rencontrent, notamment. L'étude de la diffraction également. Alors, sources lumineuses, on va étudier les sources qui possèdent un spectre, hein, on parle de sources spectrales, donc, donc par différence aux sources monochromatiques, d'accord, et sources polarisées. On va parler également de cohérence temporelle et on parlera donc de spectre de source, de dimension de la source. Donc en fait, effectivement, on parlera donc de source étendue, de cohérence spatiale et on cherchera à comprendre quelle est l'influence de cette dimension spatiale. Cohérence de polarisation, c'est-à-dire l'effet des interférences lorsque les ondes ont des notions de polarisation différentes. Donc on va séparer l'effet spectral de l'effet dimensionnel. Donc cohérence de polarisation, donc on parle d'effet de polarisation différentielle entre les ondes sur les interférences. Et on étudiera également au cours de ce cours en fait la diffraction. Donc la diffraction, c'est quoi comme phénomène? Lorsque la lumière en fait rencontre un diaphragme dont les dimensions se rapprochent de la longueur d'onde de la source, ok, on parle d'optique ondulatoire. Et on peut avoir ce qu'on appelle une onde plane, que je vais définir un peu plus tard, qui à travers en fait une diffraction va se transformer en onde sphérique. Donc on utilisera l'optique de Fourier pour décrire les lois de propagation des ondes en fonction de la distance parcourue et des fonctions de l'obstacle rencontré. Alors pour ceux qui n'ont pas une grande pratique de l'optique de Fourier, j'ai fait des cours sur les séries de Fourier et transformés de Fourier. Donc on va utiliser ces transformés de Fourier pour pouvoir décrire les propagations. Donc les transformés de Fourier seront des transformés de fonctions dont les variables sont spatiales. Et ces lois de propagation vont dépendre de variables spatiales, donc x, y, z. Donc les résultats de cette diffraction seront des transformés de Fourier et pourront s'interpréter comme des variables d'espace. On aura ce qu'on appelle des variables conjuguées qui représenteront des fréquences spatiales. Donc effectivement, donc, ces résultats vont être interprétés comme des spectres spatiaux, des, des, euh, des fréquences spatiales. Donc on va étudier la diffraction au foyer image d'une lentille, par exemple. On peut étudier la diffraction par des réseaux périodiques, donc on le fera. Donc un instrument optique en fait va se traduire ici en optique ondulatoire, donc de manière analytique par une description mathématique. Donc une optique de puissance ne sera rien d'autre qu'une transformée de Fourier et on parlera de spectrométrie. Donc on va étudier tout ça au cours de ce cours, qui fera je pense plusieurs vidéos, bon, a priori. Donc l'étude des phénomènes de propagation dans les milieux anisotropes, donc on parle d'anisotropie, donc point de vue de l'observateur opticien, donc on ne prendra pas le point de vue donc de celui qui étudie l'électromagnétisme. Donc au niveau de l'onde, à la traversée de ces milieux, que se passe-t-il? Alors propagation des ondes, l'expression des ondes planes et sphériques. On va se placer dans ce qu'on appelle l'approximation paraxiale, ou condition de Gauss, ou équivalent l'hypothèse des petits angles. Alors qu'est-ce que l'hypothèse générale de Gauss? Ça va être l'hypothèse dans laquelle on va se placer dans le cadre de ce cours d'optique ondulatoire. Euh, Sinon, on ne peut pas résoudre numériquement et il faudra faire appel notamment à du numérique, voilà, la programmation numérique. Je ferai, je pense, plus tard dans la chaîne des cours sur le numérique, sur le codage en C, C++, bon, voilà, d'algorithmes liés à l'optique, liés à la physique en général. Alors, pour aboutir donc à l'expression de l'intensité d'une onde lumineuse, donc l'intensité entre deux ondes lumineuses est le paramètre physique qui va quantifier ici les phénomènes optiques. Donc description d'une onde lumineuse. Donc on a différents types d'ondes. Donc d'abord on peut considérer une onde scalaire. Donc du point de vue scalaire, une onde n'est rien d'autre qu'une vibration dont l'amplitude dépend à la fois des variables d'espace et du temps.
Donc on notera, il est d'usage de noter l'amplitude par la lettre grecque psi. Donc psi qui dépend donc des trois variables d'espace, donc x, y, z, hein, si on est en cartésien, dans un repère cartésien, et d'une coordonnée temporelle t. Autrement dit, psi est fonction donc du vecteur r et de t. Le vecteur r, c'est un vecteur colonne donc à de dimension 3, et trois coordonnées espace, x, y, z. Où psi de r et de t en module, donc n'est rien d'autre que donc le module de r qui est égal à r. Donc si on est en cartésienne, r c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Alors on va considérer la lumière comme étant une onde transverse et progressive. Alors pourquoi progressive? En fait, la notion de progressivité d'une onde découle du fait qu'elle transporte de l'énergie, donc non pas de la matière, comme une onde mécanique. Donc si vous considérez une vague dans l'océan, lorsque vous jetez un caillou dans la mer, en fait les ondes des vagues se propagent par déformation des molécules de matière, donc des molécules d'eau. Ici, ce n'est pas le cas dans la lumière, d'accord? Ce qui lui permet de se propager à la lumière, donc dans la matière, c'est en fait l'oscillation des charges électriques. Okay, donc l'oscillation du champ électrique, qui dit oscillation du champ électrique, dit oscillation également d'un champ magnétique, et on parle donc du champ électromagnétique EB, qui oscille dans un plan transverse à la direction de propagation de la lumière. Voir cours d'électromagnétisme, pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas fait l'électromagnétisme, j'ai fait de nombreuses vidéos de cours et d'exercices sur la propagation des champs électromagnétiques, donc notamment de la lumière, dans le vide et dans différents milieux. Ici, on étudie cette propagation du point de vue de l'optique ondulatoire. Donc, voir également ces vidéos si vous n'avez pas des notions donc d'électromagnétisme. La combinaison en fait des équations de Maxwell, donc loin des sources lumineuses, on considère une densité de charge nulle et une densité de courant aussi. Et à ce moment-là, notre fonction d'onde, en fait notre onde lumineuse, va devoir satisfaire l'équation suivante, qui est une équation donc différentielle qui fait intervenir des variables temporelles et spatiales, variable spatiale à travers le Laplacien, donc notez c'est le gradient au carré. Le Laplacien de psi est égal à 1 sur v carré, la dérivée seconde de psi par rapport à dt2. Ok, psi, ça peut être indifféremment le champ électrique ou le champ magnétique. Par convention, on décrit l'amplitude de l'onde effectivement avec le champ électrique. D'ailleurs, c'est les variations donc, de ce champ électrique de ce vecteur champ électrique qui nous permet de parler de polarisation du champ, d'accord? V, ici, c'est la vitesse de la lumière, je dis matière, oui, de la lumière dans le matériau. On vous corrigerez ici. V est égal à C sur N, donc c'est la sérialité de la lumière, vitesse de la lumière dans le vide, 300 000 km par seconde, et N, bien évidemment, c'est l'indice de réfraction qui caractérise le matériau. Donc on va considérer ici une onde non polarisée. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève la notion vectorielle, donc l'amplitude. On écrit ici l'amplitude psi pour une seule dimension, z, ce sera par la suite l'axe de propagation. Donc, on va voir d2 psi sur dz2 est égal à 1 sur v2 d2 psi sur dt2. Voir, bon, résolution de l'équation d'onde comme une solution. Je ferai peut-être une vidéo probablement qui démontre cette équation. Qui démontre la résolution de cette équation. Après, comment on arrive à cette équation? On y arrive par les équations des champs électromagnétiques, voir mes vidéos précédentes sur l'électromagnétisme. Bien. Eh bien, toute fonction de la forme u de z moins vt, qui est égale à une fonction quelconque f de z plus vt plus g de z moins vt, est solution de ce type d'équation. Vous le vérifiez facilement, hein, si vous dérivez deux fois u par rapport à z, vous obtenez 1. Des deux fois u par rapport à t2, il y a du moins v2 qui apparaît, moins v2 au numérateur sur moins v2 au dénominateur, ça s'annule. En fait, vous vérifiez très facilement que ce type de solution, de ce type de fonction, est solution de cette équation de l'onde. Ok, donc où f et g sont deux fonctions quelconques, donc deux fois dérivables. Ok, donc ça, il faut que les fonctions soient deux fois dérivables pour effectivement satisfaire cette équation. Donc pour se rapprocher du phénomène physique, il faut considérer une onde progressive, certes, mais aussi une onde de type sinusoïdal. Ok, donc on va considérer des ondes de type sinusoïdal de la forme psi de z de t, qui est égale à psi 0 cosinus oméga facteur de z sur v plus ou moins de t plus phi s. Autrement dit, on peut mettre cette onde sous la forme psi 0 cosinus kz plus ou moins oméga t plus phi 0.
Ψ0 sera l'amplitude maximale, soit du champ électrique, soit du champ magnétique. Oméga est la pulsation, donc dont les dimensions sont des radians par seconde. Et on a la fréquence qui vaut oméga sur 2pi, fréquence en hertz. Ψ0 correspond à la phase à l'origine, donc au départ en z égale 0, on n'a pas forcément un maximum d'amplitude. Lors d'une interférence entre deux ondes, les mêmes sources lumineuses peuvent avoir une phase différente à l'origine. Donc on a le vecteur d'onde, le nombre d'ondes, qui est égal à oméga sur v, d'accord. Donc c'est ce vecteur d'onde qui nous permet de calculer la propagation dans la matière. K fois lambda, c'est égal à 2pi, ok. On a oméga sur v qui vaut donc 2pi sur lambda, qui est égal à n fois 2pi sur lambda 0, car oméga c'est 2pi mu, et v c'est égal à c sur n, d'accord. Autrement dit, le nombre d'ondes, effectivement, le nombre de fois où on multiplie la longueur d'onde et on retrouve la périodicité du cosinus, donc 2pi, ok. Donc lambda qui vaut lambda 0 sur n, et la longueur d'onde de l'onde dans le matériau d'indice n. Lambda 0 étant la longueur d'onde de notre onde dans le vide, ok. Donc, une question intéressante est liée au sens de propagation de notre onde. On suppose un vecteur d'onde, donc une onde qui se propage suivant un axe, suivant l'axe des z. Donc, on veut savoir ce que signifie le moins dans moins oméga t plus kz, d'accord. En fait, est-ce qu'une onde de ce type-là se propage dans le sens des z croissants, dans le sens des z décroissants? Alors, pour cela, on va poser t égale 0, d'accord, quelconque, et l'onde va se propager à une distance z0. À l'instant t égale 0, on va avoir ψ0 de z0 t0, qui vaut ψ0 cosinus kz0 moins oméga t0 plus phi0. On va supposer que l'onde donc est maximale à cet instant t égale 0, c'est égal à ψ0. Donc dire qu'elle est maximale, c'est dire que le cosinus vaut 1, le cosinus d'un angle vaut 1 si cet angle vaut 0, hein, à 2 capi près, d'accord, à 2 pi près. Donc, kz0 moins oméga t0 plus phi0 est égal à 0. On en déduit que z0 doit être égal à oméga t0 sur k moins psi0 sur k. Ok. Donc, on va considérer que c'est notre origine des phases. Que se passe-t-il maintenant à l'instant t qui est égal à t1 supérieur à t0? Eh bien, en Z1, on va avoir de nouveau ψ0 de Z1 T1 qui est égal à ψ0, hein, puisque c'est une fonction cosinus, une fonction sinusoïdale périodique, qui sera donc, on va considérer Z1, la première abscisse d'amplitude maximale, à nouveau. Eh bien, on aura donc kz1 moins oméga T1 plus ψ0 égale 0, d'où Z1 qui est égal à oméga T1 sur K moins ψ0 sur K. Autrement dit, comme T1 est supérieur à T0, eh bien oméga T1 sur K est supérieur à oméga T0 sur K, et donc Z1 est supérieur à Z0. Autrement dit, l'onde se propage vers les Z croissants. Ok. Donc quand vous avez une onde du type Kz moins oméga T0, d'accord, suivant un axe Z, eh bien, elle se propage suivant les Z croissants. Donc par un raisonnement similaire, on aura donc une onde de type ψz de t qui est égale à ψ0 cosinus kz plus cette fois-ci oméga t plus phi0, donc le plus et pas un moins, sera une onde qui se propage vers les z décroissants, d'accord? Bien. Et on peut très bien étudier l'interférence de deux ondes, d'accord? Une qui se propage vers les z croissants et l'autre vers les z décroissants, d'accord? Lorsqu'elles entrent en collision, elles entrent en interférence, hein, d'accord? On peut très bien utiliser ce concept-là. D'ailleurs, on va l'étudier par la suite. Alors maintenant, la notion d'onde plane. Alors, je vous donne l'expression d'une onde plane donc en 3 dimensions. On a une onde plane donc en 3D, donc psi de r et de t, r étant le vecteur coordonné d'espace, d'accord, va être de la forme ψ0 cosinus k scalaire r. Autrement dit, on fait le produit scalaire entre le vecteur d'onde et le vecteur donc déplacement, le vecteur qui caractérise la position du point d'observation auquel on cherche à observer l'onde plane, moins oméga t plus ψ0. R, donc, qui vaut donc x, y, z, qui est le vecteur position, correspond aux coordonnées de M à partir duquel on fait notre mesure d'amplitude et notre mesure d'intensité. Donc j'ai repris ici psi de R de t est égal à ψ0 cosinus kr moins oméga t plus ψ0. On voit bien que K, c'est le vecteur de propagation de l'onde. Attention, on a bien que K et R ne sont pas forcément parallèles, d'accord? Donc j'ai tracé des plans successifs. Ce sont des plans de phase constante, ok? À t donné, d'accord, à un instant t donné, je fais une photocopie, enfin une photocopie si on pouvait, hein, c'est pas possible bien évidemment de faire arrêt sur image et de photographier à un instant t donné une onde, mais supposons qu'on puisse le faire,
eh bien, on aurait un schéma de ce type-là, d'accord? Et bien évidemment, K et R ne sont pas forcément parallèles. Donc ça, c'est une erreur qu'on peut commettre. Donc K correspond bien à la direction de propagation de l'onde pour une onde plane donnée. K ne dépend pas de l'endroit où on observe. Ok? Ici, j'ai représenté effectivement une observation au point M, d'accord? On considère M', un autre point, le vecteur R' est différent. Par contre, le vecteur K ne change pas, lui, d'accord? C'est le vecteur de direction de propagation de l'onde. Alors, notion de surface d'onde. Ben, la surface d'onde, c'est voilà, c'est la notion de comment trouver le front d'onde. Donc, en fait, les surfaces d'onde en optique ondulatoire, ce sont des surfaces équiphases. C'est-à-dire les surfaces sur lesquelles l'amplitude psi est la même pour les distances de propagation. Ok? Donc, pour avoir la forme des surfaces d'onde, d'accord, il faut trouver psi constant. Autrement dit, ben, ça va être quelque part des lignes de niveau à ces surfaces d'onde. Donc, puisque ce sont des surfaces équiphases, dire que phi est constant, c'est dire que le produit scalaire de K et de R, donc du vecteur d'onde et du vecteur position du point où on observe l'onde, moins oméga, oméga la pulsation de l'onde fois T, d'accord, à l'instant donné plus phi 0, est constant. Donc à t donné, K scalaire R est constant, puisque oméga est constant, si on se passe à t donné, d'accord, on est sur une pulsation ici monochromatique. Et donc K scalaire R est constant, ça veut dire que K indice X, puisque donc si le vecteur K a pour coordonnées Kx, Ky, Kz, le vecteur R a pour coordonnées X, Y, Z, eh bien ça veut dire que Kx, X soit Ky, Y plus Kz, Z est égal à constant. Et ça c'est quoi? Vous le savez tous, c'est l'équation d'un plan dans l'espace. Okay, autrement dit, les surfaces d'onde pour une onde plane, d'accord, de ce type-là, pour une onde plane, donc ce type-là, donc en cosinus K scalaire R moins oméga t plus phi 0, c'est ce qui caractérise, on vient de le voir, une onde plane, et bien ces surfaces d'onde sont des plans constants, les plans que j'ai dessinés ici, ok, ce sont des plans équiphases, on les appellera des plans équiphases. Okay. Donc on continue. Alors on va utiliser ici une représentation complexe, d'accord. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est beaucoup plus facile pour les calculs, ça évite de se traîner du cosinus et du sinus dans tous les calculs. Autrement dit, on va écrire, j'ai oublié de mettre la petite barre en dessous, mais bon, on peut le noter. Psi de R et de T, on le notera sous la forme psi 0 exponentielle I, K scalaire R moins oméga T plus phi 0. On va séparer la partie complexe spatiale de la partie temporelle. Bon, vous le verrez après par la suite, parce que ça va simplifier les calculs lorsqu'on prend le complexe conjugué pour calculer les intensités. Puisque c'est le module carré de l'amplitude, on le verra par la suite, ça nous permettra on va avoir du exponentiel moins i quelque chose par du exponentiel plus i quelque chose, ça va simplifier, bon. Donc, l'utilité ici, c'est de séparer amplitude complexe spatiale, donc, et amplitude, et partie complexe, je dirais temporelle, voilà. Donc, on peut le mettre sous cette forme, psi de r, exponentiel moins i oméga t, plus i phi 0. Phi 0 étant la phase à l'origine, ok. Alors, comment va s'écrire le vecteur d'onde? Alors, j'ai fait un schéma pas top. Mais bon, j'espère que vous allez comprendre. J'espère que je vais bien expliquer. Alors, notre vecteur d'onde K est égal à donc 2pi sur lambda. Donc, on va l'écrire, ce vecteur d'onde K, en fait, il a, alors, j'ai dessiné ici un système d'axe X, Y, Z, d'accord, donc en cartésien. L'origine est ici, et on va dire que le vecteur K, il pointe vers ce point-là, que je désigne avec ma souris. Autrement dit, il est transverse, K, ok? J'espère qu'on le voit bien. Donc, K va avoir pour coordonnées alpha, bêta, gamma. Alpha, effectivement, la projection de K sur X. Bêta, la projection de K sur Y. OK. Et gamma, la projection de K sur Z. Bon. Donc, soit dit en passant, avec cette écriture, on a d'ores et déjà que le module de K au carré, c'est un facteur de pi sur lambda près. En fait, c'est 2. Alors, module de K au carré, c'est 4pi carré sur lambda 2. Bien, ça commence bien. Mais bon, on a normalement que alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 est égal à 1. OK. Bon, avec cette notation-là, donc l'amplitude complexe de notre onde lumineuse peut s'écrire donc psi de R et de T, R vectoriellement, R vecteur T est égal à psi 0 exponentielle I, donc puisque K c'est 2pi K, c'est donc I 2pi sur lambda. On fait le produit scalaire de K par R, ok, et on a donc c'est égal à alpha X plus bêta Y plus gamma Z plus phi 0. Ici, ça représente le produit scalaire de K par R. Donc on va s'intéresser maintenant aux composantes suivant les axes X, Y et Z. Ok. En fait, j'ai dessiné ici, pas super bien dessiné, mais on arrive à l'intuiter, je pense,
θx qui est l'inclinaison de l'onde selon x chapeau. X chapeau, c'est le vecteur unitaire suivant x chapeau. Okay. θy qui est l'inclinaison, je l'ai mal dessiné, génial, mais c'est de l'inclinaison de l'angle suivant y chapeau. Et on a et on a ensuite gamma, d'accord. On a les relations suivantes. Alpha égale sinus de alpha x, de θ x, parce que vous voyez que alpha en fait c'est θ, sinus θ x en fait c'est le cosinus de pi sur 2 moins θ x. Cet angle-là que je dessine avec la souris, c'est pi sur 2 moins θ x. Pi sur 2 moins θ x. J'espère que vous le voyez bien. C'est pi sur 2 moins θx. Et donc, puisqu'au k il est comme ceci, si vous voulez avoir le cosinus projeté suivant l'axe des x, d'accord, tchac, ben le cosinus c'est le cosinus de pi sur 2 moins θx, c'est le sinus de θx. Autrement dit, c'est pour ça qu'on retrouve ici alpha égale sinus de θx. Ok. Alors bêta, qu'est-ce qui vaut? Eh bien, c'est pareil, hein, vous avez le bêta, ben, ça va être cosinus θx, sinus θy. En effet, il faut projeter k dans le plan y au z, et ensuite pour avoir bêta, ben, vous prenez le sinus. Et avec ça, sachant que alpha 2 plus bêta 2 plus gamma 2 égale 1, vous obtenez que gamma, c'est plus ou moins la racine carrée de 1 moins alpha 2 moins bêta 2. J'ai mis un plus, mais c'est un moins bêta 2. Bien, qu'est-ce qu'on en déduit? Puisque alpha, en fait, c'est gamma. Gamma, c'est le préfacteur devant, en fait, devant z, z étant la direction de propagation de notre onde au départ. On en déduit quoi? Que si gamma est positif, on va avoir une propagation suivant les z positifs. Si gamma est négatif, on va avoir une propagation suivant les z négatifs. Ok? C'est le signe du produit scalaire K scalaire R qui nous renseigne en fait sur la propagation, si elle se fait suivant le sens plus ou le sens moins de z. Ok? Alors, en quoi consiste l'approximation par axiale? On va considérer des angles très petits, on va considérer θx, θy largement petits devant 1, et ça permet de modéliser les paramètres physiques. Donc très petit devant une hypothèse, donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des petits angles. Donc en faisant un développement limité au premier ordre, on va avoir que alpha est sensiblement égal à θx, bêta sensiblement égal à θy, et donc gamma qui va être sensiblement égal à plus ou moins la racine de 1 moins θx carré moins θy carré. Bon, θx, θy étant très petit devant 1, ben on pourra assimiler à gamma à plus ou moins 1. Okay, donc le plus souvent, et c'est ce qu'on appellera l'approximation par axiale. Okay, donc j'ai réécrit ici bon, les équations, alpha qui est égal à sinus θx, qu'on peut approximer à θx, puisque θx petit, bêta sinus θy cosinus θx. Donc cosinus θx, θx vaut 0, donc cosinus vaut plus ou moins 1, donc sinus θy, on l'assimile à θy, et gamma qui vaut plus ou moins racine de 1 moins alpha 2 moins bêta 2, va être égal à plus ou moins racine de 1 moins θx carré moins θy carré, gamma plus ou moins 1. Ok. Autrement dit, notre vecteur d'onde pourra se mettre sous la forme approximée dans l'approximation par axiale, psi de r de t est égal à psi 0 exponentielle i de pi sur lambda, fois donc facteur de θx x plus θy plus ou moins z, facteur de exponentielle moins i oméga t fois exponentielle i psi 0, d'accord? Bon, ici j'ai dessiné en fait, je vous ai mis un tableau, bon, qui montre que pour des angles θ petits allant jusqu'à 5 degrés, on a une erreur relative donc, par rapport à gamma qui est très inférieure à 1%. Voilà. Donc en optique, avoir une erreur de 1%, bon, suivant, il faut que les instruments de mesure suivent derrière, mais bon, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Ok? Donc maintenant qu'on a parlé des ondes planes, on va parler des ondes sphériques. Donc l'expression complexe d'une onde sphérique. Eh bien, une onde sphérique va se mettre sous la forme psi de r et de t va être égal à psi 0 sur r. Bon, déjà, on voit que lorsque r tend vers l'infini, ce préfacteur tend vers 0. Donc exponentielle i, facteur de plus ou moins moins kr, moins oméga t plus psi 0. Donc plus ou moins kr, donc la remarque c'est que donc, pour une onde sphérique, ce n'est pas un produit scalaire que l'on a, c'est un vecteur dans le k, un scalaire multiplié par le scalaire r, où r c'est le vecteur position, d'accord, c'est le module, la norme de notre vecteur position. Autrement dit, R, c'est la racine carrée de x2 plus y2 plus z2 en cartésienne. Ok? J'espère que c'est clair.
Donc première remarque, plus ou moins KR, on a du plus ou moins KR dans le cadre d'une onde sphérique à la place du K scalaire R que l'on avait dans le cadre d'une onde plane. Donc une onde sphérique, je l'ai représentée ici à travers des franges sphériques. Donc on considère un point M d'observation. Et ici, pour une onde sphérique, ce qui n'est pas le cas d'une onde plane, on a effectivement que le R est collinéaire au vecteur d'onde. Donc le vecteur, si on note SM, le vecteur R, qui est le vecteur position localement, K et R ont la même direction. Et K scalaire R est égal à K fois R. Donc remarque 2. Ici, K et R ont même direction. Tout K scalaire R strictement positif, on a une onde qui diverge. Effectivement, on a une source, l'onde diverge. Remarque 2, donc, oui, remarque 2, de suite de remarque 2, lorsque K scalaire R est négatif, donc effectivement, le vecteur d'onde est opposé au vecteur position, on a une onde qui converge. Alors, si je donne un exemple d'onde convergente, ben, vous considérez une lentille avec son foyer, hein, d'accord, le vecteur K, le vecteur M, on a effectivement une onde convergente. Donc R est égal à SM et K sont de signes opposés. Remarque 3, on a effectivement une amplitude en 1 sur R, donc qui varie en l'inverse de la position. Donc en fait, ceci dérive de la conservation de l'énergie, on le verra je pense un peu plus loin. En un point donné de la surface d'onde, l'énergie, l'amplitude diminue, mais globalement sur toute la surface, donc cette énergie doit être conservée. Effectivement, il y a conservation de l'énergie sur la totalité de la surface d'onde. Bon, on verra par la suite, on approfondira ça. Alors, quelle est la surface d'onde pour une onde, non pas plane, mais pour une onde sphérique? Ben, les surfaces d'onde, ben, elles ont toujours la même définition, c'est une surface équiphase, hein, ça peut être quelque part comparé à des lignes de niveau. Ben, on doit voir que plus ou moins KR moins oméga T moins phi 0 est constant. Donc, à un instant T donné, hein, si on pouvait faire une photo instantanée de notre onde, d'accord, différentes positions de l'espace, d'accord, données, eh bien, on va avoir KR qui était constant. Mais, et donc, puisque R est égal à la racine carrée de x carré moins plus y carré plus z2, donc on élève tout au carré, on a donc que nécessairement x carré plus y carré plus z2 est constant. Et ça, c'est quoi? En 3 dimensions, je vous le donne en 1000, c'est l'équation d'une sphère. Donc on a bien une surface d'onde sphérique. Ok? Donc tout se recoupe hein, en optique ondulatoire. Alors, source non centrée dans le repère, je ne le traite pas là, c'est pas fondamental. Alors, que devient l'approximation paraxiale dans le cadre d'une source, d'une onde non pas plane, mais sphérique? Eh bien, on va considérer que, que Z est très grand devant X et Y, point où on étudie l'onde. Donc, avec donc X plus Y sur Z très petit devant 1. Donc, on va faire des développements limités. Je vous le donne dans le mid, dans le 1000. Ça sent le développement limité. R est égal à la racine carrée de X2 plus Y2 plus Z2. On va sortir Z2. Et donc, on va avoir R qui est Z2 facteur de 1 plus X2 plus Y2 sur Z2 puissance 1 demi. On va faire un développement limité à l'ordre 2. D'accord? Pour epsilon petit, 1 plus epsilon à la puissance alpha, donc pour epsilon très petit devant 1. Donc peut s'approximer comme étant égal à 1 plus alpha epsilon plus alpha alpha moins 1 sur 2 factoriel epsilon carré plus un petit taux de epsilon au carré, quelque chose qui est négligeable à l'ordre 2. Donc on va poser pour alléger l'écriture, hein, pour pas se traîner des x carré plus y carré partout. Et d'ailleurs, bon voilà, c'est... Ouais, on va le poser tout simplement, rho au carré qui est égal à x2 plus y2. À ce moment-là, on va avoir z qui peut se mettre sous la forme, donc on sort du z2 à la puissance 1 demi, ben c'est du module de z qui sort, hein. Z peut être positif ou négatif, donc la valeur absolue de z, facteur de 1 plus, donc si je vous laisse faire le développement limité, à l'ordre 2, vous obtenez donc que c'est égal à, R est égal à module de z, donc valeur absolue de z, facteur de 1 plus rho carré sur 2z carré, moins 1 huitième de rho puissance 4 sur z4. Donc on va faire une application numérique. Donc on considère par exemple x qui vaut 1 cm, y qui vaut 0, et on considère z qui vaut 1 mètre. On est bien dans l'approximation. X et y sont très petits devant z, d'accord? Alors R va être égal, donc je vous laisse faire le calcul, vous allez obtenir que R qui est égal à 1 plus 5 10 moins 5, ce terme-là c'est du 5 10 moins 5, moins du 10.9 en mètres. Psi 0 sur R, ça sera de l'ordre de grandeur de psi 0 sur module de z. Quel est l'ordre de grandeur de l'exponentielle plus ou moins IKR? Si l'on prend lambda qui est égal à 0,6 micromètres,
K qui vaut 10 puissance 7 radians par mètre, ben exponentielle plus ou moins IKR va être égal à exponentielle plus ou moins IK module de Z, valeur absolue de Z, multiplié par l'exponentielle plus ou moins IK rho carré sur 2Z, multiplié par, bon, c'est un module de Z, c'est valeur absolue de Z, c'est pas grave, multiplié par l'exponentielle de plus ou moins IK rho puissance 4 sur 8 fois module de Z au cube. Oui, c'est ça, c'est du cube, c'est du Z4 qu'on multiplie par du Z, ok. Eh bien, exponentielle plus ou moins IK rho puissance 4 sur 8 fois module de Z au cube, c'est sensiblement égal à, donc si je vais faire le calcul, à exponentielle plus ou moins I fois 0,013. Donc ça, exponentielle de x pour x petit, c'est 1 plus x. Autrement dit, ça, c'est sensiblement égal à 1 plus ou moins i fois 0,013. Et par contre, l'exponentielle plus ou moins i fois k rho carré sur 2 modules de z, valeur absolue de z, ça va être égal, si vous faites le calcul, plus ou moins exponentielle plus ou moins i 500. Ce terme-là n'est donc pas négligeable. Aussi, l'amplitude pour une onde sphérique dans l'approximation de Gauss va pouvoir s'écrire sous cette forme. Donc, sous l'hypothèse des petits angles, que psi de r est égal à psi 0 sur valeur absolue de z fois exponentielle plus ou moins ik module de z fois exponentielle plus ou moins ik rho carré sur 2 fois le module de valeur absolue de z. Donc première remarque, pour des z plus grands, on pourrait négliger exponentielle plus ou moins ik rho carré sur 2z. Je vous rappelle que rho c'est la racine carrée de x2 plus y2. Et on obtiendrait alors, pour expression de l'amplitude de l'onde sphérique, une onde qui se mettrait sous la forme psi de r, donc psi de la distance donc, du point d'observation de notre onde, qui est égal à psi 0 sur la valeur absolue de z, et fois exponentielle plus ou moins ik module de z. Donc on n'est pas ici dans l'approximation de Gauss, on va trouver la condition sur z qui permettrait d'être dans les conditions de Gauss. Donc on retrouve ici une onde plane, dont l'amplitude maximale varie en 1 sur module de z, mais attention, ça ne correspond pas à une onde sphérique dans l'approximation paraxiale. Okay, donc, la question se pose de trouver la limite à partir de laquelle on considère que ce qu'on mesure est une onde plane, donc qu'on puisse se placer dans l'approximation de Gauss. Bon voilà, on va déterminer 3 champs, 3 zones en fait, une zone proche, une zone moyenne, une zone lointaine. Donc je ferai ça très probablement dans une autre vidéo. Donc voilà pour cette pré-introduction à l'optique ondulatoire. Je pense que je ferai au total 4 vidéos, entre 4 et 8, tout dépend, avec des exercices. Donc voilà, c'est la première vidéo d'introduction.